Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Niquer, le podcast de la Maison du sport au féminin de Toulouse. Notre but, lutter pour un sport plus égalitaire. Inspiré par Niquer, la déesse grecque de la victoire, nous souhaitons encourager la pratique du sport féminin. Rejoignez-nous chaque mois pour des discussions passionnantes et inspirantes sur l'égalité des sexes dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux jeunes sportives du club de cheerleading de l'ASEAT, Rose Paugeant, 10 ans, et Chloé Touzé, 25 ans, ainsi que leur coach, Lauriane Bustori, 30 ans. Ces jeunes athlètes vont représenter notre belle ville de Toulouse au championnat du monde de cheerleading au World Summit 2025 à Tampa, en Floride. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et votre rôle brièvement et depuis quand est-ce que vous pratiquez ce sport ? Moi, je m'appelle Rose, j'ai 10 ans. Je fais du cheerleading depuis bientôt 2 ans et je suis la capitaine de l'équipe des Starlight. Alors moi, je m'appelle Lauriane. Je suis l'entraîneur et la responsable de la section de cheerleading de la SEAT à Toulouse. Et j'entraîne donc Rose et Chloé et j'ai pratiqué le cheerleading pendant près de 16 ans. Donc moi c'est Chloé, donc je suis athlète dans l'équipe des Blackouts au club de l'ASEAT Cheerleading et je pratique le cheer depuis 5 ans. Quand on ne connaît pas ce sport, on a un peu l'impression de cette vision stéréotypée des séries américaines du type High School Musical. Vous, comment est-ce que vous avez votre définition de ce sport et comment on l'expliquait aux auditeurs, pareil, qui ne connaîtraient pas vraiment ? Alors le cheerleading, ça se mélange avec plusieurs pratiques, notamment la gymnastique, tout ce qui va être portée acrobatique, souplesse, renforcement musculaire, ça mélange pas mal de disciplines en fait en une seule et c'est un sport vraiment athlétique. On est loin du cliché américain justement avec les pompons puisqu'on n'a pas d'accessoires lorsqu'on pratique la compétition sur le praticable et au contraire on est vraiment un sport qui se symbolise par la complémentarité de gymnastique et comme je pouvais le dire aussi, pas porté éléments chorégraphiques. Voilà. Et comment vous l'avez découvert ce sport ? Moi, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a fait découvrir. Alors moi, c'était il y a longtemps maintenant. Je devais avoir environ 14 ans et puis c'était sûrement à la télé, sur des chaînes de l'époque de type MTV, MCM, tout ça. Et je me suis renseignée. Il existait un club à Toulouse déjà. Et donc j'ai fait mes débuts là-bas et après j'ai jamais lâché. Et puis moi, le cheerleading, je l'ai rencontré par le biais de ma sœur qui était étudiante à la fac de Paul Sabatier et il y avait un club là-bas de cheerleading où elle m'a dit que ça pourrait fortement m'intéresser au vu de mon parcours scolaire sportif. Et effectivement, elle avait totalement raison. Et vous qui êtes coach, comment vous gérez les différences d'âge ? Par exemple, vous entraînez Chloé qui a 25 ans et Rose qui a 10 ans. Finalement, comment on s'adapte aux différences d'âge ? Alors, c'est pas du tout la même manière de coacher. Il faut s'adapter au niveau du langage, de la compréhension. J'utilise beaucoup des images, par exemple, avec un public plus jeune. Et je peux me permettre d'aller dans des explications beaucoup plus techniques avec les plus âgés qui vont vraiment avoir une recherche pour réaliser les mouvements propres au cheerleading. Finalement, comment est-ce que vous gérez soit l'école ou alors peut-être vos études ou le travail à côté de votre sport ? Alors pour ma part, c'est mon travail. Après, je pense que les plus jeunes doivent faire une petite gymnastique également à côté des entraînements. Je t'en prie, Rose. Peut-être avec les devoirs ou peut-être tes parents, comment est-ce qu'ils t'accompagnent dans ton sport ? Mes parents, ils m'accompagnent bien parce que forcément, ils doivent nous emmener et nous ramener des entraînements. Et les devoirs, ça va, honnêtement, ça va. Et c'est quoi le regard finalement peut-être de tes camarades, de tes copines ou de tes professeurs sur le fait que tu pratiques ce sport ? J'ai certains camarades qui nous soutiennent et qui nous félicitent quand on gagne. Et il y en a certains auxquels ça donne envie et des fois même ça peut créer de la jalousie. La jalousie, c'est-à-dire ? La jalousie dans la réussite. C'est le moment de dénoncer. Tous les enfants, je pense, ont envie de réussir et parfois ça peut être sujet à conflit. C'est vrai que l'image est tellement peu représentée en France que parler de ça, c'est un sujet qui peut-être peut renvoyer directement au stéréotype et donc avoir des images qui ne sont pas représentatives de ce que Rose peut faire en compétition, en entraînement, enfin son sport, quoi.
C'est ça, et justement, peut-être, est-ce que c'est pas finalement un sport qui est trop vu comme féminin? Ou au contraire, peut-être il y a aussi des garçons qui s'intéressent à ce sport? Alors justement, le cheerleading, c'est un sport qui est mixte et ça, c'est forcément la face qu'on ne voit pas en France puisqu'on a été énormément bercé par l'image de la pom-pom girl américaine. Et effectivement, c'est bien un sport mixte et d'ailleurs, plus le niveau monte, plus on aura tendance à enlever des personnes en dessous, les fly. Donc les flyers, ce sont les personnes qui sont en l'air. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les garçons deviennent tout de suite plus intéressés quand il s'agit de porter tout seul quelqu'un. Donc c'est là que généralement ils rentrent en matière pour exceller dans ce sport. Est-ce qu'il y a des injonctions liées au physique dans ce sport ou pas vraiment? Oui, beaucoup. Oui, on va dire que le physique en tant que tel, c'est vraiment ce qui va primer sur si un athlète se sent capable ou non d'intégrer, enfin de se mettre à tel ou tel poste. Mais le problème étant qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui fait tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit quand même mettre en avant, c'est que quelqu'un qui a un gabarit qui va être un peu plus volumineux qu'un autre va forcément se comparer, se dire qu'il est peut-être pas à sa place. Et instinctivement aussi dans la tête des coachs, c'est moi aussi étant coach à l'extérieur, je me place facilement au regard de mes athlètes, de leur gabarit, sur qui va aller en l'air et qui va pas aller en l'air. Parce qu'effectivement, si quelqu'un n'a pas la capacité de pouvoir porter quelqu'un d'autre, on risque juste de le mettre en danger. Et pareil pour la personne qui va aller en l'air. Donc effectivement, ça a un rôle important. Maintenant, la technique prime énormément aussi. Et quelqu'un qui est plus léger mais qui n'a pas de technique peut être beaucoup plus dangereuse que quelqu'un qui pèse un petit peu plus lourd et qui finalement a une très bonne technique. Finalement, l'esprit d'équipe, c'est très important dans ce sport et comment ça se décrit? L'esprit d'équipe, c'est la naissance même de ce sport. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de cheerleading, tout simplement. Est-ce que c'est grâce à ce sport finalement que vous avez rencontré vos amis, notamment toi, Rose, à l'école? Peut-être qu'il y a tes copines qui sont dans ton école. Oui, j'ai 2 copines qui sont à l'école aussi, qui font du cheerleading avec moi. Et le cheerleading aussi, ça m'a fait faire des rencontres. J'ai plus d'amis qu'avant. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu mon cas aussi. Je baigne uniquement avec des gens du cheerleading. Je ne côtoie que des athlètes en dehors du travail. Mais finalement, c'est peut-être mieux parce que souvent, il y a des gens qui peuvent pas comprendre si on peut pas assister à des sorties, des anniversaires ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que vous avez eu une situation comme ça ou Moi, j'ai pas eu vraiment de situation comme ça parce que les gens dont j'ai raté l'anniversaire m'ont rien dit. Donc, Après, on est quand même très... Par exemple, Rose, elle s'entraîne près de 6 heures par semaine. Donc, elle côtoie 6 heures par semaine les 24 autres petites filles de son âge. Elles ont un lien qui est assez fort et on est là pour les aider aussi à se développer en dehors de cette pratique. Et il y a des moments où on fête les anniversaires ensemble, elles viennent ramener les gâteaux, on danse, on chante, on fête vraiment ensemble les anniversaires dans le gymnase. Et Rose, comment tu fais à seulement 10 ans pour t'adapter aux exigences de ce sport? Je sais pas, peut-être les entraînements ou alors peut-être que des fois il y a trop de pression, des objectifs. Je suis à côté, je sais pas si elle va le dire. oui, des fois, il y a de la pression parce que forcément, par exemple, cette semaine, ce week-end, c'est les championnats de France. Et moi, je suis pas particulièrement stressée, mais je pense qu'il y a certaines de mes amies qui sont stressées. Et est-ce que c'est ton rêve d'en faire ta profession plus tard ou est-ce que pas du tout, plus un travail ordinaire? Oui, ça me ferait très plaisir d'être cheerleader professionnel quand je serai grande, mais après, c'est compliqué à réaliser, mais il faut travailler, quoi. Et est-ce que en France, ce sport est assez développé pour donner aux petites filles l'envie de faire ça plus tard? Alors l'envie est là pour pas mal de petites filles, mais le sport n'en est pas assez développé. Sachez que le cheerleading n'est pas du tout reconnu en France comme un sport, hein. On n'est pas présent dans la liste ministérielle des sports en France. Donc nous, c'est le combat qu'on mène en tant que cheerleader, c'est aussi de pouvoir être vu, reconnu, et puis à terme, espérer qu'un jour notre sport, notre discipline sportive puisse
être intégré dans les cursus scolaires, dans tout ce qui est projet de subvention et autres projets très intéressants qui amèneraient à ce que notre sport soit reconnu. Ouais. Je pense qu'on manque aussi énormément de formation pour les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai vraiment un diplôme dans le sport avant d'être entraîneur de cheerleading. Et ce n'est pas le cas de tous les clubs. C'est-à-dire que la plupart des coachs sont bénévoles en France. Donc, qui dit bénévole dit lacune également. Alors, ce n'est pas de leur faute, loin de là. Mais je pense que ce serait intéressant d'apporter un accompagnement plus approfondi pour les entraîneurs. Et vous lui avez dit qu'en France, c'est pas vraiment un sport reconnu. Et justement, comment les équipes françaises elles sont perçues aux États-Unis, étant donné que le cheerleading, c'est originellement un sport américain? Alors justement, en Amérique, pardon, ce qui fait rêver surtout les athlètes quand on dit qu'on est la France, c'est surtout Paris, voilà. Mais en tant que niveau du cheerleading, c'est pas vraiment représentatif d'un vrai niveau international. On se développe tout doucement. On n'en est pas encore au niveau des Américains et on en est encore loin. On a du travail à faire. Mais de ce fait, c'est évident que le cheerleading a encore beaucoup de travail pour se développer en France et pour devenir un vrai sport reconnu internationalement du point de vue de la France. Donc non, aux États-Unis, on n'a pas une très bonne image d'un sport, enfin du cheerleading de haut niveau en France, puisque justement, on débute encore dans la discipline. Mais on tend à le devenir et on va travailler pour. On a eu quand même cette année 2 équipes françaises qui sont parties représenter la France aux États-Unis, qui ont fait respectivement 4e au championnat du monde. C'est très bien, mais je pense sincèrement qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on a le potentiel quand même pour monter sur le podium avec les athlètes qu'on a, et à une marche du podium, je pense que les années qui vont suivre ne seront que de bon augure pour représenter au mieux le cheerleading en France. Et comment ça se passe un championnat du monde de cheerleading? Alors d'abord, il y a des sélections, ce qui s'appelle des try-outs. C'est un moment assez stressant pour tous les athlètes. C'est là où on vient vraiment définir qui a le niveau, qui n'a pas le niveau pour pouvoir créer les équipes. Et une fois que ces équipes sont faites, il y a plusieurs rassemblements. Je crois 4. Ouais, 4 rassemblements où on travaille en fait une routine, c'est-à-dire la chorégraphie. Et après, il faut partir, il faut y aller. Et là, c'est entraînement sur entraînement pendant près d'1 semaine. Le temps de se remettre du décalage horaire. Il faut donner tout ce qu'on a le jour J sur le praticable. C'est ça. Donc les athlètes n'ont en tout et pour tout, les athlètes qui composent l'équipe de France n'ont seulement que 4 entraînements en France pour se retrouver, créer une routine et puis ensuite la présenter au niveau international. Donc c'est quand même un énorme projet sur très peu de temps finalement. Très coûteux également. Très très coûteux, extrêmement coûteux, oui. Aux athlètes. On l'a dit que vous allez participer à un championnat du monde en Floride. Et comment est-ce que vous envisagez de faire briller Toulouse à l'étranger? Alors, Toulouse à l'étranger, ça, c'est quelque chose quand même. Pour expliquer, on a gagné ce qui s'appelle un bid. C'est une qualification pour les championnats du monde. On est sur les Submit Youth, donc c'est l'équipe de Rose. C'est une des équipes de Rose, parce que Rose fait partie de 2 équipes, qui a remporté cette qualification. Et là, maintenant, comment on envisage ça ? Eh bien, il va falloir travailler encore, et encore, et encore, et encore, faire des répétitions et chercher des sponsors également, parce que ça va être quelque chose de très, très coûteux, et faire de notre mieux pour essayer d'être sur la plus haute marche du podium, enfin, la plus haute marche possible, pardon. Et voilà. Est-ce que c'est un sport qui est assez diffusé? Parce que moi, j'ai jamais vu personnellement de compétition ou entendu parler de cette pratique à part à la télévision ou des séries, des choses comme ça. Alors non, effectivement, on n'est pas encore assez médiatisé en France, ou du moins le peu qu'on a pu avoir, ça représentait justement le cliché américain d'il y a quelques années. Mais ça tend à se développer de plus en plus. On a de plus en plus de radios qui peuvent nous contacter, d'articles dans les journaux. Et c'est vrai que maintenant, l'objectif serait qu'on peut-être on passe sur la télévision nationale et qu'on explique concrètement ce qu'est notre sport et qu'on le montre en fait. Parce que c'est ça en fait, le plus impressionnant, c'est de le voir. Et pour le comprendre également, c'est tout de suite plus parlant que de l'expliquer à l'oral. Et si vous devez choisir un moment marquant au cheerleading, qu'est-ce que ça serait? Moi, personnellement, mon moment marquant du cheerleading, c'est ma première médaille d'or, donc les qualifications des championnats de France l'an dernier à Bordeaux. Alors, par rapport à cette équipe et à Rose, moi, je dirais que c'était le moment où on a été sacré champion de France.
l'année dernière. Ça a été très inattendu, c'était notre première année d'existence. Et on s'est retrouvés de suite projetés sur la première marche du podium. Et ça a été très marquant, très positif. Et donc pour moi, toujours pour reparler de l'équipe de Rose, mon moment marquant, ça a été quand j'ai vu pour la toute première fois leur routine, sans jamais connaître les athlètes. Juste, j'ai découvert les athlètes et la routine en même temps. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Le niveau qu'il y a dans cette équipe est vraiment incroyable. Et je pense que les championnats de France qui arrivent vont être encore secoués par ce qui va leur être présenté. Et Rose et Chloé, justement, c'est quoi la routine type d'une sportive de cheerleader? Bah moi, j'ai école toute la semaine, donc le matin je vais à l'école et après le soir je vais à mes entraînements de cheerleading et voilà. Mais justement, est-ce que c'est pas fatigant quand t'as toute la journée à l'école et après que tu dois aller à l'entraînement tard? Des fois si, des fois non, ça dépend. Je pense qu'elle oublie la petite partie préparation, compétition, où les week-ends, on va en compétition pendant plusieurs jours, qu'on a des trajets en bus, qu'on revient, qu'on repart. Oui, c'est ça. Mais oui, ça fait partie aussi du lot. Et je pense qu'en fait, c'est un peu comme la gym au final. Il y a les compétitions départementales, régionales, nationales. Et puis, en fait, on prépare vraiment des athlètes à devenir athlètes de haut niveau, en fait. C'est ce qui se passe dans ce club, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et pour le coup... ouais, la routine, elle est peut-être pas aussi commune qu'un collégien ou qu'un lycéen lambda, si on peut dire ça, mais en tout cas, ça paye vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui arrêtent justement pour se consacrer aux études. Donc c'est ça aussi, c'est le rôle peut-être de l'entraîneur ou des familles de mieux accompagner pour que les sportives elles s'investissent plus. Alors moi, je pense pas que la carrière du cheerleader se fasse vraiment au moment de partir faire des études. Je pense qu'elle se crée vraiment avant. Alors je dirais pas qu'on est les seuls, mais en tout cas, on est les premiers, je pense, à aller chercher des enfants aussi jeunes en cheerleading, à les former à un niveau d'excellence. Non, mais c'est ça. Mais ouais. Mais enfin, là où je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que en fait, la carrière de cheerleader, pour la plupart des cheerleaders en France, elle se crée pas vraiment à cet âge-là. Pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est même pendant les études, parce que c'est là qu'on découvre le cheerleading. Dans les universités, notamment, on a des équipes de pom-pom. Et de plus en plus, justement, on tend à arrêter les équipes de pom-pom pour en faire, eux, de véritables cheerleaders. Alors, les équipes de pom-pom se font un sport qui est tout à fait... qui est tout à fait respectable et qui justement est un sport mais qui est différent du cheerleading. Donc c'est donc avec des pompons, c'est accessoirisé, c'est de la chorégraphie et nous on est plutôt sur des sports de portée. Donc encore une fois, deux sports différents et la plupart des personnes, en tout cas adultes que je peux connaître dans le cheerleading, se sont découverts par justement les universités qui proposaient ça et qui finalement ont commencé à s'intéresser plus à des portées et ont fait de leur équipe du coup une équipe du coup de cheerleaders. Et c'est à ce moment-là en fait que ça se crée réellement la carrière. Enfin qu'on sait que toute notre vie maintenant ça va plus être la priorité des études, ça va être la priorité de ma carrière de cheerleader. Donc il y a même des personnes qui arrêtent leurs études pour pouvoir continuer le cheerleading. Ça se fait plutôt dans ce sens-là. En fait, c'est par le biais de l'école que les gens ils connaissent cette pratique. C'est ça. À un certain âge, oui. Après, nous, Mais on est plus vraiment jeune, un club, ouais. un club indépendant. On fait pas partie d'une instance scolaire du tout. Il y a plusieurs types. Il y a des associations qui ont leur propre club, donc avec justement leur section cheerleading. Et puis après, il y a les universités qui peuvent avoir une section justement de cheerleading. Mais ça reste encore relativement rare. Encore une fois, ça se développe. Donc il y a une ou deux équipes en France qui sont vraiment cheerleaders au sein de leur université. Et les autres, ça reste des équipes de pom-pom. Donc encore une fois, il y a bien une différence à faire entre les deux. Et sinon, pour les autres clubs, et la majorité des clubs en France, ça reste des associations sportives, des clubs associatifs qui se sont créés pour la pratique du cheerleading. Est-ce qu'il faudrait par exemple un investissement politique pour mieux démocratiser ce sport ou pas Alors, du tout? il me semble que c'est déjà un projet par la fédération à laquelle on est rattaché. On est rattaché à la Fédération française de football américain qui, par le biais des compétitions, de tout ce qu'ils mettent en place avec les équipes nationales, la création d'un dossier pour être reconnu au niveau du ministère. Et pour après pouvoir parler du statut de sportif de haut niveau. Parce qu'actuellement, on ne peut pas, nous, utiliser ce terme. Même si on a des élèves qui s'entraînent 20 heures par semaine, malheureusement, ils ne sont pas sportifs de haut niveau. Justement, aujourd'hui, est-ce que une athlète vit de ce sport ou pas du tout? Non,
Pas en France. Non, pas en France. Étant donné qu'on n'est pas reconnu comme un sport, c'est très difficile d'essayer d'en vivre. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Être reconnu. Rentrer au JO déjà. Être connu, ouais, rentrer au JO, bah voilà, tout ce qui va passer par les JO internationalement, petit à petit, ça va découler sur le national. Et ouais, effectivement, déjà faire partie de la liste ministérielle des sports, c'est déjà aussi montrer que le cheerleading existe en France. Et là, actuellement, on n'existe nulle part. Quand on explique à des mairies, par exemple, quand on veut faire des démarches pour avoir des créneaux dans des gymnases, quel sport on fait, on n'est pas dans leur liste, on n'est pas du tout. On doit leur expliquer, comme on vient de faire avec vous au tout début, quel sport on va pratiquer dans leur gymnase. Donc ça, c'est pareil pour les demandes de subventions et tout autre dossier, tout autre projet qu'on veut faire avec le cheerleading, on est constamment obligé d'expliquer ce qu'est notre sport. Et finalement, c'est vers quelle période que ça a commencé un petit peu à vous faire connaître en France? Plutôt ce sport, comment est-ce que... Quand il a commencé à émerger, Ouais. Je suis tellement dedans que je n'arriverai même pas à savoir. 2022, peut-être après le Covid un petit peu. Ouais. Un peu après le Covid, oui, peut-être que les clubs... en fait, il y a eu une grande déception générale à l'idée d'arrêter en plein milieu d'une saison tout ce qui était championnat. Enfin voilà, on a été tous coupés du Covid. Et puis en fait, pour certains clubs, ça a été l'échec total, il y en a confirmé. Mais pour d'autres, en fait, ça a été une vengeance de revenir les années qu'on suivi. Et ils sont revenus de plus belle. Hein. Donc il y a même des clubs qui se sont créés en plus de ça pour prendre une vengeance sur le Covid qui nous a empêchés de pratiquer pendant quand même 2 ans. Et effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un petit repique, enfin vraiment un lancement général pour les clubs de cheer en France. Ouais. Sûrement grâce aux réseaux sociaux également, je pense, qui jouent un rôle énorme. Mais du coup, pendant le Covid, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez trouvé des alternatives pour vous entraîner? Alors malheureusement, nous, pendant le Covid, on n'existait pas. On a créé la section en 2022, en septembre 2022, pour ce qui est de la SVT. Ok. C'est quoi les qualités au quotidien qui vous servent et qui ont été développées finalement par ce sport? En tant qu'athlète ou en tant que coach? Les deux. Les deux. C'est global, c'est à vous trois plutôt la question. Si vous retenez une qualité qui vous sert pour tous les jours. Moi, peut-être de la force mentale. Et est-ce que tu remarques que tu as un avantage sur les autres filles de ton âge grâce à ton sport? Finalement, vu que tu pratiques ce sport, tu as dit que tu as eu de la force mentale justement grâce à ça. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que tu retrouves pas chez les autres et que toi, finalement, tu as grâce à ce sport? Oui. Moi, je dirais que Rose, c'est une jeune fille qui est passionnée et j'ai une image en tête très parlante d'elle à l'entraînement. Je me souviens avoir fait une séance cardio très intense et vu qu'on est en équipe, je leur ai dit, bon, s'il y en a une qui lâche, on recommence. Et je me souviens d'avoir Rose qui continuait à faire l'exercice malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Elle était rouge, toute rouge. Et elle a prouvé que le mental pouvait dépasser la condition physique. Et c'était... Alors, en tant que coach, j'ai trouvé ça très beau à voir. Après, en tant que parent, je sais pas. On va savoir. Exact. Et justement, est-ce que c'est encore plus impressionnant de voir une petite fille de cet âge avoir cette force quand vous le comparez aux adultes qui pratiquent ce sport? Alors, c'est extrêmement impressionnant. Et les enfants ont bien plus de force que les adultes. Les adultes, dès qu'il y a un petit truc, ah, j'ai mal ci, j'ai mal là. Alors que chez les enfants, on voit vraiment qu'ils ont cette volonté d'y arriver. Alors, ils voient les plus grands, bien sûr. Ils ne voient pas quand les plus grands, ils se plaignent. Mais ils voient les plus grands et ils ont envie d'y arriver. Ils ont envie de tout donner. C'est très, très, très beau. Et finalement, peut-être que c'est par ça aussi que votre sport va se développer s'il y a de plus en plus de filles qui ont cette force. Oui, ils prennent tout à fait exemple sur les plus grands et en fait, ils se dépassent pour arriver à leur niveau alors qu'ils ont que cet âge-là et que sans se douter que les plus grands ont certainement mis le double de leur temps à avoir ce niveau-là alors qu'elles sont en train de prendre une marge d'avance vraiment conséquente. Colossal. Ah oui, oui. Et justement, tout ça, c'est aussi maintenu et vraiment très bien encadré par la coach parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de clubs de cheer en France et
pour pas mal que j'ai pu moi-même observer au niveau du coaching, c'est vrai que celui de la SEAT est vraiment très très bon au niveau de tout ce qui est performance technique et surtout capacité à se dépasser. Merci. Et Rose, tu l'as dit, tu es capitaine de ton équipe. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce rôle ? Ça rajoute des responsabilités, forcément, mais moi, personnellement, ça m'a juste rendu fière. Et comment est-ce que t'aides tes copines sur le terrain ? Bah, en les encourageant, forcément, parce que forcément, le stress ou la pression, bah, ça peut les décourager. Est-ce que tu as un exemple ou une anecdote sur ça ou pas du tout ? Alors, si elle m'aide beaucoup à l'entraînement même, elle prend son rôle très au sérieux. Il lui est déjà arrivé, avant des compétitions, de faire des discours de motivation pour garder les filles dans la bonne direction, en fait. Et après, au quotidien, elle m'accompagne sur la structure de l'entraînement, c'est-à-dire que quand je m'occupe d'un groupe, je sais que je peux faire confiance à Rose, lui dire, bon, Rose, là, j'ai besoin que ce groupe travaille tel élément. Et donc, elle va être assez fédératrice, elle va réussir à orchestrer tout ça et à m'accompagner sur l'organisation. Alors, c'est une qualité qui est extraordinaire. J'ai une petite fille de 10 ans. Donc, merci Rose. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur lequel nous ne sommes pas venus ? Nous, ce serait plutôt, de notre point de vue, pour partir au championnat du monde, donc justement pour emmener ces petites-là pleines de talent, ce serait vraiment d'avoir un accès à un réseau de subventionneurs, de subventions, pour nous permettre justement de financer ce projet, parce que les petites, elles s'arrêteront pas à ça, quoi. Vraiment, elles vont se dépasser, elles vont se donner. Là, il y a une saison qui arrive, perspective qui va être pleine de travail, qui va être d'acharnement. Enfin, je pense que c'est leur rêve et elles sont à 2 doigts de le réaliser. Donc si l'argent c'est la seule limite à l'obtention de ce rêve, on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour que ce ne soit pas ça qui les empêche de le faire, quoi. Sinon, elles vont faire leur début à l'international, vraiment de partir dans 2 semaines. Elles ont encore plein de compétitions, donc la finale du championnat de France. Et la semaine suivante, on part pour Barcelone pour pareil, se comparer à des équipes de toute l'Europe. Ça va être un gros challenge, ça va être une nouvelle marche pour cette équipe. Mais justement, vous avez dit Barcelone. Est-ce que, si on compare, est-ce que l'Espagne connaît cette pratique ? Est-ce que c'est plus développé qu'ici ou pas ? Alors l'Espagne connaît cette pratique, mais je pense pas que au niveau du développement, ils soient en avance sur la France. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a de très très bons athlètes, mais de là à dire que c'est beaucoup plus développé, je pense pas. Ce serait plus à la rigueur les pays du Nord, la Suède, la Norvège. Ah oui. Eux, ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous, sur le développement du cheerleading dans leur pays, ouais. L'Angleterre, évidemment. Mais comment est-ce qu'on explique que dans les pays du Nord, ça soit développé et pas ici ? C'est culturel. Typiquement culturel. Déjà, les pays anglo-saxons, ça marche directement du fait de l'histoire du cheerleading, hein. Et puis... Je pense qu'il y a aussi la place du sport dans le pays. En France, on n'est pas les meilleurs au niveau sportif sur le temps accordé en fait, aux enfants, je pense, pour se développer, hein, tout simplement. Oui, on le voit tout à fait. Là, d'ailleurs, cette année, le gouvernement a mis en place quelques quand même procédures pour augmenter le temps de sport dans les programmes scolaires pour les enfants. Mais encore une fois, on voit que on peut encore aller plus loin. Et on sait que c'est éducatif. On le voit avec les athlètes, on voit ce qu'ils deviennent. Et franchement, la place du sport, le sport, a toute sa place dans l'éducation des enfants. Et on aimerait justement pouvoir la faire passer à travers le cheerleading. C'est peut-être aussi parce qu'on ne voit pas assez de grosses icônes de ce sport émerger. Peut-être que c'est aussi pour ça que ça ne se démocratise pas assez, finalement. Des athlètes français ? Des athlètes françaises dans ce sport. Comme des icônes, par exemple au foot, il y a Wendy Renard, il y a Sakina Karchaoui qui donnent envie aux jeunes de faire ça. Et justement, peut-être que ça passe aussi par ça. Alors, on a de très, très, très bons athlètes.
Mais c'est vrai que après, il faut prendre le temps aussi. Enfin, je pense qu'ils doivent être accompagnés, ces gens-là, sur leur développement, je pense, au niveau de la communication. Oui. Nous, les athlètes, ils sont là pour faire le sport et je ne suis pas sûre que tout le monde ait les compétences et le temps de se pencher sur se développer au niveau des réseaux pour se faire connaître. Oui, c'est pas toujours évident de trouver une place dans un sport qui n'a déjà pas sa place dans un pays. Donc sur les réseaux, on va dire que on tente des choses, on voit si ça prend pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui d'ailleurs sont français et sont partis dans des équipes universitaires internationales et enfin américaines même pour le coup. Il y en a 2 cette année. On en a 2 et on est très fiers d'eux. Ils sont extrêmement suivis par la communauté des cheerleaders de France, mais effectivement, en dehors de la communauté des cheerleaders, il y a très très peu de personnes qui s'intéressent à ce sport par manque d'informations et de connaissances du cheerleading. Donc c'est un peu un cercle vicieux au final. Si on ne connaît pas, on risque pas de les connaître. Il y a quand même Netflix qui a mis en place une série une série documentaire qui est assez intéressante, qui s'appelle Cheer, qui montre les plus beaux côtés du cheerleading dans le monde, mais aussi les pires. Et qui est très représentatif du sport sans le cliché, quoi. Qui montre vraiment ce qu'on est. Les pires, c'est-à-dire c'est-à-dire que on va retrouver en cheerleading les mêmes problématiques qui a pu exister en gymnastique. Notamment, alors c'était l'affaire Nasrin, comment c'est Ouais, je sais plus exactement le nom, mais on peut retrouver certains types de violences dues soit au comportement des athlètes, soit au comportement des encadrants au niveau national et international. Et c'est peut-être aussi parce que, enfin, je sais pas, mais peut-être que c'est un sport où il y a trop de... Les injonctions physiques, peut-être que ça joue aussi, des choses comme ça. Après, je n'aurais pas la prétention de dire que je sais d'où viennent les problèmes. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Chloé, mais... Je pense on parle pas du même sujet, c'est pour ça. Ah. Je pense que, là, on parle surtout des comportements liés au harcèlement, ça peut être au harcèlement sexuel, au harcèlement, charge mentale, etc. Donc, on est sur pas mal de choses complexes du sport de haut niveau. Parce que, on parle de gymnastique, mais parce que la gymnastique en France, elle est vraiment reconnue comme un sport et on connaît le plus haut niveau de la gymnastique en France. Dans le cheerleading, comme c'est un sport qui n'est pas reconnu, mais on fait quand même du haut niveau, malgré tout. On a quand même les mêmes problématiques qui se répercutent. Et je pense que c'est dans tout ce qui peut être sport, au final peut-être mixte, comme pas mixte d'ailleurs, mais qui entraîne un certain nombre d'entraînements et de temps passé avec les mêmes personnes qui entraînent tout ce genre de problèmes, possiblement. Alors, c'est pas une généralité, hein. Oui, bien sûr. On fait des constats avec le peu d'informations que nous, on a vécu, aussi bien de notre expérience à nous, mais de ce qu'on peut constater aussi en France, en tout cas. Mais ouais, on voit que dans la série, en fait, on retrouve les mêmes problèmes. En fait, on est témoin dans ce qu'ils montrent de choses qu'on a pu vivre et qu'on se dit « Ah, mais ce n'est pas que chez nous. En fait, ce n'est pas forcément lié à la France. C'est peut-être le sport en lui-même. » Finalement, après, on compare à la gymnastique. La gymnastique ont vécu peut-être la même chose. Donc voilà, c'est l'humain. Ouais, c'est ça. C'est l'humain qui est comme ça. Et malheureusement, voilà, ça fait pas que des belles choses. Mais malgré tout, ça reste quand même un sport qui vaut la peine de se battre. Tout à fait d'accord. Et finalement, c'est en général dans le sport et c'est pas spécifiquement lié à votre sport à vous, c'est plus une globalité. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on a pu constater. C'est ce qu'on constate, ouais, exactement. Et est-ce que vous avez remarqué une augmentation des licenciés dans votre sport? Par exemple, toi, Rose, est-ce que tu vois des jeunes filles de ton âge qui s'engagent de plus en plus à ce sport? Est-ce que tu vois qu'il y en a plus qu'avant ou c'est pareil que quand toi, tu avais commencé? Par exemple, quand tu avais commencé, est-ce il y en avait moins et maintenant il y en a un petit peu plus ou... Quand j'ai commencé, dans mon école, personne connaissait ce sport. Et après, vu qu'on aimait beaucoup, on en a parlé. Et du coup, cette année, il y en a plus que l'an dernier. Et vous aussi, vous remarquez ça? Alors, nous, on a eu une augmentation quand même assez importante du nombre de licenciés. Donc, l'année dernière, c'était notre première année. On était à une 60aine de licenciés. Et aujourd'hui, on est plutôt sur la 100aine. J'espère que ça va continuer de grossir. Le but, c'est d'arriver au maximum de licenciés.
Finalement, c'est aussi comme ça que ça va de plus en plus se démocratiser, c'est par les jeunes. Et puis, si ça se développe de plus en plus et qu'il y ait des carrières, c'est forcément comme ça que ça va se connaître. Je pense que c'est comme ça qu'on va Ouais. réussir à faire grandir le cheerleading en France. Il y a notamment donc la fédération qui avait fait un post sur Instagram pour annoncer que le cheerleading avait dépassé les 5500, il me semble, licenciés en France. Alors c'est encore un très petit chiffre, hein, d'accord, mais c'est un chiffre qui grandit. Justement, il n'y a pas de pôle espoir pour ce sport, par exemple. Alors des projets, qu'est-ce qu'on en a? Mais les Mais- moyens derrière ne Ouais. suivent pas forcément, puisqu'on est constamment, encore une fois, en train d'essayer de témoigner de l'importance de notre sport et du fait que c'est vraiment un sport. Je pense qu'encore une fois, il faudra attendre le ministère. Une fois que le ministère aura validé le cheerleading comme un sport à part entière, on pourra derrière aller Toquer aux bonnes portes. Ouais, toquer aux bonnes portes pour pouvoir créer ces pôles espoirs, ces sports-études, enfin tout ce qui peut être mis en place pour accompagner les jeunes athlètes. Je pense que là où on fera vraiment une différence, c'est à partir du moment où on aura la possibilité de pouvoir présenter notre sport dans les écoles, commençant par les écoles primaires, les collèges, les lycées. On sensibilise déjà les enfants, les jeunes avec cette pratique. Puis petit à petit, voilà, le réseautage, le bouche à oreille fera le travail, quoi. Mais déjà, voilà, si on a une autorisation ministérielle, c'est déjà quand même un grand pas en avant. Mais si c'est pas reconnu, qu'il n'y a pas de pôle sport, comment une athlète elle peut devenir pro dans ce sport? Elle peut pas actuellement. Alors, elle peut pas. Enfin, en fait, pour Sur l'instant, papier. le plus haut, ce qui peut être le plus haut, c'est de partir aux États-Unis dans une université américaine. C'est ce qu'ont fait donc 2 athlètes français. Pour y arriver, il n'y a pas de pôle espoir. Il y a du travail en dehors. Il y a travailler dans l'herbe. Il y a faire de la muscu chez soi. Il n'y a pas d'accompagnement vraiment à proprement parler sur « Ok, ton rêve, c'est ça, on va y aller ensemble ». Malheureusement, c'est quand même beaucoup de travail personnel. Justement, est-ce que ça fait pas peur finalement? Peut-être que s'il y a des jeunes qui veulent faire ça et que enfin, finalement, il n'y a pas trop de perspectives, comment est-ce qu'on gère ça? Comment les accompagner? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut devenir pro, mais que enfin, finalement, vu qu'il n'y a pas de pôle sport, comment est-ce qu'on fait pour soulager ces désillusions ou comment... Mais après, je saurais même pas dire si dans le monde, le cheerleading peut vraiment permettre d'avoir un salaire. Je pense que quand on est un athlète excellent, il y a des grands noms qui existent, hein, comme Gabby Butler, il y en a quand même des très grands. Ouais, Vante Johnson, qui, je pense, gagnent leur vie grâce au cheerleading, mais par du mannequinat ou du sponsor ou des publicités, mais pas dans la pratique. Du coaching peut-être plus poussé sur des camps ou des événements très spécifiques où ils sont rémunérés à ce moment-là à la prestation. Mais en tant que coach, pour avoir un vrai salaire, d'ailleurs, en tant qu'athlète là-bas, aux États-Unis, c'est eux qui payent leur saison. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Là-bas, il n'y a pas d'athlètes, en tout cas universitaires, qui sont payés pour faire du cheerleading. C'est eux qui payent leur saison et ils ont d'ailleurs des bourses d'aide par les universités en fonction de leur potentiel dans l'équipe. Donc plus tu es bon dans l'équipe, plus ta bourse est élevée pour pouvoir te permettre de financer ton année universitaire. Mais non, on n'est pas payé à faire du cheerleading. Ça ne marche pas encore comme ça. La seule façon d'être rémunéré, ça passe par des clubs, justement, et les clubs peuvent être rémunérés pour faire telle ou telle prestation. D'ailleurs, l'ACEAD propose aussi des animations pour justement financer ce type de projet, donc envers les entreprises ou autres événements sportifs. Candidats, manifestez-vous. Voilà, pour justement déjà animer les événements, parce qu'il faut savoir que quand on a une troupe de cheerleaders qui débarque à un événement, ça a toujours plus de gueule, si on peut dire, dans l'animation, quoi. On fait venir des personnes qui se balancent en l'air, qui font le show, qui encouragent le public, qui encouragent les joueurs. Enfin voilà, ça amène toujours sa petite touche de waouh. Et aujourd'hui, quel serait votre mot pour encourager des jeunes à s'engager dans ce sport? Qu'est-ce que vous leur diriez, vu qu'on est écouté par des auditeurs, peut-être que ça peut soulever des vocations? Ça développe la persévérance et le dépassement de soi. Et je pense que c'est peut-être aussi deux
de compétences, de qualités, si on peut dire, qui sont très recherchées à l'âge, dans la jeunesse, disons, pour essayer de faire ses preuves et de se construire en tant qu'être humain et futur adulte. Rose, qu'est-ce que toi tu dis par exemple, à une fille de ton âge qui sait pas trop quoi faire comme sport et peut-être qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à pratiquer ton sport à toi? Que c'est un sport bien, que on se fait beaucoup d'amis. Enfin, si t'as l'esprit d'équipe, que ça développe le dépassement de soi. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est un sport spécial par rapport aux autres? Les rencontres. Ouais. Les opportunités qu'offre ce sport. Vous direz la même chose du coup? C'est essentiellement ça. Je pense que principe. le cheerleading, c'est vraiment beaucoup de rencontres. C'est d'ailleurs prouvé. Donc, au moment des championnats du monde, il existe une soirée qui s'appelle une soirée d'échange. Et je pense que ça doit être un des seuls sports qui doit faire ça, parce que j'ai jamais vu ça dans d'autres disciplines. C'est-à-dire que il y a un parc qui est entièrement privatisé pour que tous les cheerleaders du monde se rencontrent, s'échangent des petits goodies, on appelle ça, des petits cadeaux. Et c'est vraiment du pur Cheer spirit. pur cheer spirit. L'esprit de Rencontre. partage. Ouais. Ouais, c'est la particularité de notre sport quand même, c'est que on est vraiment une communauté, on est tout un monde où si t'es cheerleader, t'auras toujours une place quelque part en France dans le monde du cheerleading. Pour voyager, ne serait-ce que ça, le champ des possibles est énorme. Moi, si par exemple je veux aller à Lille, à Lyon, à Bordeaux, et que je connais un cheerleader dans ce coin-là, j'ai juste à dire que je suis cheerleader, et c'est fou comment un entraînement ou ne serait-ce que un endroit pour dormir sera trouvé dans la seconde, la minute, l'heure. Mais pareil, inversement, quand nous on est sur Toulouse, quand il y a des cheerleaders qui viennent sur Toulouse, tout de suite, la première chose à laquelle on pense, c'est est-ce qu'il va y avoir des cheerleaders dans la ville ou dans l'endroit où je vais. C'est fou, mais c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on rencontre de plus en plus de monde. Et en fait, faire partie de cette communauté, comme disait Rose, c'est qu'on fait énormément de rencontres, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, on n'a pas le choix, c'est des rencontres, puisque c'est un sport d'équipe, et que sans équipe, sans athlète, en fait, on peut pas faire ce sport. Donc on se rend compte de l'importance de faire des rencontres, et on s'habitue vraiment à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires qui vous aident à démocratiser le sport ou pas vraiment? À démocratiser le cheerleading, Oui. ça tombe bien, parce que l'ASOAT est partenaire d'une entreprise qui s'appelle Friendshire, qui justement est là pour nous aider à développer le cheerleading, à chercher des animations, à en fait faire connaître le cheerleading par notre section. Et ce qui tombe très très bien, c'est qu'on a Chloé qui est en fait chef d'entreprise de Friendshire, qui a décidé de monter en fait son entreprise de cheerleading, et la SEAT et Friendshire travaillent en étroite collaboration pour pouvoir promouvoir le cheerleading en France. Et est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Très, très optimiste. Moi, je suis consciente que c'est un sport d'avenir, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Friendshire. Si je me dévoue autant pour ce sport, c'est que je sais pertinemment que c'est un sport qui tend à se développer en France et qui va avoir une place dont on n'est pas prêt encore. Vraiment, moi, je vois sur du très long terme, et pour moi, la SEAT, ça va être un des clubs qui explosera assez rapidement, étant donné la qualité du coaching et le dévouement des athlètes pour ce sport. Parce il faut savoir aussi que dans ce sport, il y a les athlètes, d'accord, mais il y a aussi des parents qui suivent derrière. Et c'est le deuxième club que je rencontre avec les parents aussi dévoués. Le premier club sur Toulouse sont les Étoiles, et j'ai eu l'occasion justement de coacher là-bas, et les parents sont extrêmement dévoués, mais à la SEAT c'est tout pareil. Les parents suivent les enfants en compétition, sont prêts à vraiment mettre des sommes astronomiques tant que les enfants pratiquent leur sport, et c'est là que eux-mêmes se rendent compte de l'importance que ce sport a dans le développement de leur propre enfant. Donc oui, moi je suis convaincue que ce sport est un sport d'avenir. Les parents le sont tout autant, puisqu'ils sont même prêts à suivre leurs enfants à à Tampa, en Floride. Donc oui, pour moi, je n'aurais jamais fait tout ça si je ne pensais pas que que c'était pas un sport d'avenir, mais là, ça, c'est entièrement le cas. On a notamment les 2 parents de Rose qui sont également licenciés au club. Son papa qui est photographe amateur, mais d'une qualité, très bonne qualité.
et sa maman qui pratique le cheerleading dans la section cheer mom du club. Et oui, ce qui est aussi une section pour les parents. Et on a aussi des parents qui sont impliqués dans le jugement des équipes. Donc les parents passent des formations pour être juges. Et ça aussi, c'est quand même de l'investissement de la part des parents parce que c'est une formation qui dure quand même 4 heures, si je ne me trompe pas. Enfin, 3 fois 4 heures. Oui, 2 fois 4 heures. Pardon. Voilà, c'est sur des journées complètes. On privatise quand même une demi-journée, une journée complète, plusieurs fois dans l'année, jusqu'à obtenir le diplôme de juge. Et tout ça, c'est sur du temps perso. Donc les parents sont entièrement impliqués dans ce genre de mission et c'est un vrai trésor pour le club. Et Rose, est-ce que tu confirmes, on parlait des parents qui s'investissent pour leurs enfants dans ce sport, est-ce que tu confirmes? Oui, entièrement. Et comment ils le font exactement pour s'investir, pour t'encourager justement? Ils nous amènent aux entraînements, ils nous ramènent des entraînements, ils vont en compétition, ils nous encouragent et ils nous accompagnent au voyage. Et du coup, ils vont venir avec toi aux États-Unis? Oui. T'as réussi à les convaincre ou c'était difficile? En fait, pour moi, c'était évident qu'ils viennent. Il n'y a pas trop besoin, ça fait 1 an que je leur dis qu'on va y aller. Et puis l'encouragement des parents, c'est pas juste j'encourage, j'applaudis au bord de terrain, c'est je fais des t-shirts floqués avec le nom des équipes, je prépare des tambours, des pinces à linge, enfin plein de goodies pour encourager aux couleurs de l'équipe. Et c'est un réel investissement, l'encouragement. C'est pas juste des supporters de bord de terrain, c'est vraiment des parents qui donnent leur maximum pour que le public leur partie du public soit le plus bruyant possible dans la salle. Donc, ça fait d'ailleurs partie de la note. Dans certaines compétitions, le bruit ou les encouragements du public sont comptabilisés dans la note de l'équipe. Finalement, le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous auriez quelque chose en plus à ajouter? Merci de nous avoir reçus, d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous permettre de pouvoir parler de notre sport de façon plus réelle. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Merci aux filles de s'être déplacées et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter et à en parler autour de vous. N'oubliez pas que chaque partage compte énormément. Ensemble, accélérons le changement au service des femmes et des initiatives existantes qui se veulent nombreuses, inspirantes et précieuses. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, rendez-vous sur notre compte Instagram, Maison du Sport au Féminin. À très vite pour un nouvel épisode.